une production du Studio SF. Bienvenue à Science Radio, le podcast où on plonge dans des sujets scientifiques pour déboulonner toutes sortes de mythes, des questions qu'on se pose, que vous vous posez. Puis, je m'appelle Myriam Baudry, je suis nutritionniste et je suis en compagnie de... Kevin L'Espérance, épidémiologiste et biochimiste. Et ce projet est rendu possible grâce au soutien des fonds de recherche du Québec et du scientifique en chef du Québec. Si, en plus de Science Radio, vous voulez en apprendre plus sur la science, vous tenir au courant de l'actualité scientifique, faites comme nous et suivez le scientifique en chef sur les réseaux sociaux. Plaisir et bonne connaissance garantie. Donc là, aujourd'hui à l'épisode, un sujet vraiment chaud. On parle de pornographie et de santé mentale. Avec qui on parle de ça, Myriam? On a reçu la professeure et psychologue Marie-Pierre Vaillancourt Morel, hyper intéressante, excellente vulgarisatrice. Ouais, toi, Kev, qu'est-ce que tu as retenu de cet épisode? Un paquet de choses, mais ce que je retiens particulièrement, c'est mes jokes douteuses sur le latex. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que la porno, c'est pas noir, c'est pas blanc, c'est 50 nuances de gris. Donc, sans plus attendre, bonne écoute. Myriam, comment ça va? Ça va, toi? Ça va super bien. Je suis vraiment excité d'être ici aujourd'hui avec toi parce qu'on parle d'un sujet d'actualité. Puis je dis d'actualité parce que ça a fait les manchettes dans les derniers jours. Je sais pas si tu as entendu parler du projet de loi C11. Oui, ça me dit quelque chose. On parle de porno. Exactement, on parle de pornographie. Puis ce projet de loi-là vise... comment je pourrais dire, à interdire ou à restreindre l'accès aux sites pornographiques chez les mineurs. Donc, c'est un projet de loi fédéral qui est porté par une sénatrice, justement, son nom m'échappe, là, mais peu importe. Et ce projet de loi-là, on ne sait pas trop sur quoi il se base, c'est quoi les raisons, les motivations derrière. Quand on regarde la littérature scientifique sur la pornographie, il y a certains scientifiques qui vont jusqu'à dire que l'avènement de la pornographie, l'utilisation excessive de pornographie pourrait mener à une hausse des comportements déviants, des violences à caractère sexuel. Donc peut-être que ça serait une justification. On le sait pas. Il y a également au niveau de l'opinion publique aussi. On a toute une histoire avec la pornographie, la religion qui rentre en ligne de compte. On a peut-être des craintes, des peurs, des fausses croyances par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, on parle de ce sujet très tabou qui est la pornographie. Ouais. On va aborder plusieurs thèmes. On va parler de violence. On va parler justement de l'impact sur le développement des jeunes, des enfants, des adolescents. Et pour en discuter, on a une experte avec nous et je te laisse la présenter. Oui, donc on est accompagné aujourd'hui de Marie-Pierre Vaillancourt-Morel, qui est psychologue et professeure adjointe au département de psychologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières et elle dirige également le SAIL Lab. Puis, Kev, tu as mentionné justement plein d'aspects par rapport justement aux jeunes, aux mineurs, les comportements déviants, la violence, mais il y a aussi tout l'aspect par rapport au bien-être individuel dans les couples et tout ça. Donc, Marie-Pierre, merci d'être avec nous aujourd'hui. On a plein de sujets passionnants à couvrir. Comment ça va? Ça va bien, merci de me recevoir. C'est le fun de venir parler de ce sujet-là avec vous. Oui, je vais y aller, je vais prendre la balle au bon parce que on parle de pornographie. Oui. C'est tellement niaiseux, mais quand j'épluchais la littérature scientifique, j'étais pas capable de trouver une seule définition de la pornographie. Ouais. Il y en a plusieurs. Moi, une définition qui me plaisait bien, c'était des images ou du matériel sexuellement explicite destiné à susciter. Donc, à je sais pas quoi. C'est ce que j'ai lu. Est-ce que toi, tu as une définition plus précise de ce qu'on entend par pornographie? Parce que si on veut en parler, il faut quand même commencer par la définir. Il faut définitivement commencer par la définir dans nos études aussi. C'est ce qu'on essaye de faire. Cependant, c'est vrai que c'est complexe à définir. La définition que tu as nommée est fréquemment utilisée, c'est-à-dire matériel sexuellement explicite, utilisé à des fins d'excitation. Là où je suis un peu plus nuancée, c'est que des fois, la pornographie n'est pas toujours utilisée à des fins d'excitation. Des fois, ça va être utilisé pour d'autres motivations, comme par exemple réguler ses émotions. J'arrive du travail, je suis stressée, j'ai envie de me changer les idées, je vais regarder de la pornographie. Dans ce sens-là, c'est pas utilisé à des fins d'excitation nécessairement. C'est quand même utilisé de la pornographie.
Fait que de plus en plus dans nos études, on se réfère uniquement au contenu, c'est-à-dire on va regarder du matériel dans lequel il y a des individus nus, des gens qui ont des activités sexuelles, puis on essaie d'enlever tranquillement un peu la motivation, la raison en arrière pour vraiment seulement définir c'est quoi de la pornographie, c'est quoi le matériel pornographique. Ouais. OK, donc on essaie de se sortir là de ce vieux carcan-là, cette vieille idée que la pornographie, c'est vraiment juste pour le plaisir ou la jouissance, puis c'est vraiment juste de la nudité en soi. Est-ce que c'est juste de la nudité ou ça implique un paquet d'autres choses? Il va toujours, je regarde ma définition, il va toujours avoir nudité. Fait que soit au moins des gens nus qui ont des pratiques sexuelles. Fait que des fois, les gens vont exclure sont pas en train d'avoir des activités sexuelles, puis que, par exemple, seulement une femme nue sera pas considérée de la pornographie dans certaines définitions. Nous, on l'inclut. On préfère être un peu plus large comme définition. Donc, par exemple, magazine Playboy, pour nous, c'est considéré de la pornographie. OK, je comprends. Ouais. Donc, il y a cette idée-là. Puis si on s'en va dans l'univers un peu plus, tu sais, les gens qui s'habillent en latex de la tête aux pieds, est-ce que ça rentre dans ce concept-là de pornographie? Parce que là, il n'y a pas nécessairement de nudité. C'est une bonne question. Oui, non, c'est vrai, c'est un très bon point. C'est un très bon point. Puis c'est vrai que quand on rentre comme dans les détails, OK, mais ça, est-ce que ça va être considéré de la pornographie? Quand on regarde, il y en a qui prennent des photos d'une partie du corps très spécifique, puis ça devient de la pornographie parce qu'ils regardent à des fins d'excitation. Là, c'est là où, effectivement, on essaie d'être le plus inclusif possible. Si c'est effectivement regardé pour avoir une excitation, là, normalement, ce serait considéré de la pornographie. Mais effectivement, normalement, il va y avoir au moins soit une référence à une excitation sexuelle, à une pratique sexuelle ou même un certain, j'ai le goût de dire, érotisme dans le matériel. Ouais. C'est vraiment pas facile à définir. Hein? Oui, puis ça doit être pour ça aussi, parce qu'on en parlait avant d'enregistrer, puis bon, Kev, qui est épidémiologiste, qui adore les chiffres, quand on essaie de trouver des données par rapport à la prévalence d'utilisation, on avait des pourcentages qui allaient de 60 à 98 % chez les hommes, 30 à 90 % chez les femmes. En 2020, il y a eu plus de 42 milliards de visites sur le site Pornhub. Là, je nomme le site qui est le plus utilisé dans le monde, mais bon, la pornographie a évolué au fil du temps. Avant, c'était les magazines et tout ça. Toi, comme chercheuse et clinicienne, comment tu vois cette évolution-là dans le temps de l'utilisation des différents médiums pour la pornographie, puis l'impact que ça peut avoir sur les jeunes notamment, puisque là, bon, on a commencé en parlant du projet de loi qui se dessine en ce moment. Quel est ton regard là-dessus? Oui, mon regard, c'est sûr qu'avec l'avènement d'Internet, l'accès à la pornographie a explosé, a été facilité. Est-ce que c'est qu'il n'y avait pas de pornographie avant? Non, pas du tout. On avait des magazines érotiques. Les jeunes y avaient accès de d'autres façons, mais l'accès était beaucoup plus restreint. Donc, est-ce que les chiffres ont augmenté? On a vu une légère augmentation, effectivement, là, dans les chiffres. Puis même, quand on facilite l'accès au matériel pornographique en ligne, par exemple, durant la COVID, quand ils ont rendu les sites pornographiques comme accessible gratuitement. Il y a eu une journée, je pense que ça a été gratuit. Puis là, oui, c'est ça. Les chiffres ont augmenté. C'est pas toujours gratuit. Mais je sais pas, je pose des questions. Moi, je pensais que tout était... Il y a certains contenus ou certains sites dont l'accès est payant et durant la COVID, ils ont retiré cet accès payant-là. Et là, les chiffres ont vraiment augmenté. C'est revenu à la normale par la suite. Ça rediminue. C'est l'excitation du moment, la fébrilité d'avoir accès à quelque chose qu'on n'a pas accès avant. Donc, pour les chiffres, c'est vrai que ça varie beaucoup. Ça l'a varié dans les années, ça l'a augmenté. Maintenant, ce qu'on voit de plus en plus, même si effectivement, là, on n'a pas de grosses études populationnelles, on s'entend souvent pour dire qu'environ 90 % des hommes en ont déjà utilisé dans leur vie, là, quand on y va le plus large possible. Puis 50, 60, 70 % des femmes, ça semble varier plus les chiffres chez les femmes selon la région. Ici, au Québec, quand on l'a fait plus récemment, c'était effectivement 60 % des femmes environ. Ouais. Puis, tu sais, Myriam mentionnait le caractère temporel de cette affaire-là. Tu sais, il y a eu l'avènement d'Internet au début des années 2000, je dirais. Puis avant ça, il y avait différents médiums de consommation. Tu mentionnais les magazines, etc. Donc, ces pourcentages-là que tu rapportes aujourd'hui, tu sais, on parle 70% chez les femmes, 80% chez les hommes qui ont déjà utilisé de la pornographie. Est-ce que c'était le cas avant aussi?
Est-ce qu'on a des données là-dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Parce que c'est sûr qu'avec le numérique, il y a le caractère anonyme aussi de la consommation. Tu peux faire ça chez toi, dans ton salon. Là. Avant l'entrevue, tu disais dans l'autobus, tu peux faire ça un peu n'importe où, quand tu veux. Tu sais. Y a-t-il eu des changements temporels? On pense qu'il y a eu des changements. On n'a pas d'études avant l'avènement d'Internet qui documentaient la prévalence de l'utilisation de pornographie. Donc, on ne peut pas suivre cette courbe de croissance-là de manière si claire. Ce qu'on pense quand même, c'est que ça l'a augmenté. Avant, pour regarder un film pornographique, il fallait aller magasin vidéo dans la petite section confidentielle, rentrer là. Ça demandait beaucoup plus d'efforts que maintenant. Puis, tu l'as bien dit, le caractère anonyme actuellement d'aller utiliser de la pornographie en ligne sans que personne soit au courant de ce que tu as regardé ou même que tu en as regardé. Fait que c'est certain que ce qu'on pense, c'est que ce caractère-là a un peu démocratisé, si on veut, l'accès à la pornographie. Parce qu'avant, il fallait que tu ailles au vidéoclub. Au vidéoclub, tu passais dans une petite cabane avec les rideaux de billes, puis là, ça faisait un bruit infernal. Puis t'avais un peu le walk of shame de ramener ta cassette jusqu'au comptoir. Puis donc, ça a beaucoup changé. Il fallait que tu passes au travers de plusieurs étapes pour te rendre jusque-là. Ça a beaucoup changé, mais c'est intéressant que tu parles de la honte associée à l'utilisation de porno, parce que je pense qu'il y a quelque chose quand même qui reste, que ça reste encore un peu plus honteux de dire comme ouvertement, moi, j'utilise la pornographie. Mais quand même, pour se ramener aux chiffres, je pense que oui, ça l'a augmenté un peu, même si on n'a pas pu le documenter là, de manière fiable dans le temps. On semble voir une augmentation chez les adolescents aussi, pour revenir à ta question. L'âge semble diminuer légèrement. Là, c'est pas dramatique, mais ce qu'on voit actuellement dans les études, c'est autour de 12 ans. Quelques études 11 ans, là, mais on est plus autour de 12 ans pour une première utilisation de pornographie. C'est pas toujours un accès qui est volontaire. Donc, des fois, il y en a des adolescents qui vont être exposés à du matériel pornographique de manière involontaire, c'est-à-dire vont être sur Internet, un pop-up, ça stimule leur curiosité, leur intérêt, donc vont suivre des liens et là, vont être exposés à du matériel pornographique. Mais il y a aussi plusieurs adolescents, plusieurs jeunes qui vont chercher à avoir accès au matériel pornographique en ligne. Puis, tu l'as dit, c'est pas payable. Mais non, effectivement, c'est assez facile d'avoir accès à du matériel pornographique en ligne. Et parlons-en justement des ados, parce que la pornographie semble être déteinte, quand on regarde ça dans les médias traditionnels, d'une façon très, très négative. On le voit justement avec l'avènement du projet de loi, justement, qui vise à restreindre l'accès. Puis, quand on s'est plongé justement dans les écrits scientifiques, ça semble être quand même pas mal plus gris. Donc, il y a certains profils d'utilisateurs par exemple, plus les jeunes garçons qui peuvent avoir peut-être plus des difficultés au niveau émotionnel, qui sembleraient être plus portés vers une utilisation qui est peut-être problématique. Chez certaines personnes, ça pourrait venir accroître certains comportements plus violents, mais pas tout le temps. Donc, veux-tu nous éclairer là-dessus? Parce que c'est ça semble être un peu plus gris dans ce qu'on lisait sur le sujet, donc pas coupé au couteau. Pas du tout. Donc, les études sur l'utilisation de pornographie chez les adolescents sont plutôt nuancées comparativement à ce qu'on voit effectivement dans les médias populaires ou en ligne. Et surtout, les méthodologies qu'on utilise jusqu'à maintenant, c'est principalement des études corrélationnelles. C'est-à-dire, on va demander aux adolescents, as-tu utilisé de la pornographie dans les 3 derniers mois? As-tu des comportements sexuels à risque? As-tu des comportements violents? Et puis, on regarde l'association entre ces deux variables-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut définitivement pas dire que c'est la pornographie qui cause les comportements sexuels à risque ou les comportements violents. Ça veut dire que les adolescents qui utilisent la pornographie ont aussi, pour certains, des comportements sexuels plus à risque. Donc, par exemple, avoir plusieurs partenaires sexuels, avoir des relations sexuelles non protégées. Donc, c'est associé à l'utilisation de pornographie. Aussi, on a eu une étude récemment des comportements sexuels où est-ce que moins de respect du consentement de l'autre, donc ce qu'on va appeler de la coercition sexuelle, avoir tendance à plus pas contraindre son partenaire, mais un peu plus insister pour avoir des relations sexuelles avec son partenaire, ce qui est des comportements qu'on peut voir dans plusieurs vidéos pornographiques. Donc, c'est facile de faire le lien, de dire, c'est parce qu'ils ont regardé de la pornographie qu'ils ont ces comportements-là. C'est juste associé. C'est peut-être aussi que l'utilisation de pornographie fait partie d'un de ces comportements sexuels à risque-là, et non qu'ils
que la pornographie l'a causé. Donc, il faut faire très attention dans comment on lit ces études-là. Les quelques études longitudinales qu'on a, c'est-à-dire qu'on a suivi les adolescents, on leur a demandé « As-tu utilisé de la pornographie aujourd'hui? » 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, 1 an, on a une étude, c'est 2 ans. Souvent, quand on regarde, est-ce que la pornographie 2 ans avant prédit les comportements sexuels à risque 2 ans plus tard? Là, souvent, il y a plus d'association significative. Donc, ça semble pas nécessairement créer les comportements sexuels à risque, mais ça semble plus s'inscrire dans une espèce de patron plus large de comportements sexuels chez des jeunes qui ont aussi probablement une sexualité à un âge plus jeune, à un âge plus précoce. Et c'est souvent c'est là où c'est facile de prendre ces études-là puis de dire, c'est la pornographie qui a causé tous ces problèmes-là. Pas nécessairement. Ouais. Oui, parce que moi, tu sais, on a fait les lectures, puis un des arguments qui revient souvent sur ce que tu dis, c'est un peu ça, c'est que les scripts ont changé aussi. Au niveau on voit les vidéos qui sont quand même assez intenses. Donc, les attentes aussi face aux premières expériences sexuelles sont différentes par rapport à, je sais pas, ma génération, peut-être ta génération aussi. Donc, ça, est-ce que c'est un côté qui est un peu négatif aussi, sous-estimé au niveau du développement des pratiques, des habitudes sexuelles chez les enfants, chez les adolescents? Parce que moi, je pourrais penser facilement, là, justement, que si je me build up des attentes, je veux que ma première relation, ce soit ça. Puis finalement, c'est jamais ça. Là. En tout cas, bref, on a pas mal tous passé par nos premières relations sexuelles. C'est jamais à la hauteur de nos attentes. Là. Mais si on a vu des trucs dans les vidéos, puis on essaie de copier ça, parce qu'après, on pourrait être démotivé comme jeune, puis dire « Ah, moi, ça me tente plus », ou ça... Puis ça pourrait avoir un effet néfaste, non? C'est la principale crainte par rapport à l'utilisation de pornographie chez les adolescents. On le sait qu'il y a une théorie là, qui s'appelle la théorie des scripts sexuels, qui suggère dans les faits là, que quand on regarde du matériel pornographique, on va acquérir certains scripts sexuels. On voit 2 personnes dans la vidéo, ou plusieurs dans les faits, qui ont une activité sexuelle et on s'imagine après effectivement que c'est comme ça que ça va se passer, où on voit ce qui nous excite, puis après, on veut le reproduire dans une sexualité avec un partenaire à l'extérieur. Donc, par la suite, ce script-là est acquis. On s'en va dans le lit avec notre partenaire. Notre partenaire va faire un geste qui nous rappelle, par exemple, la vidéo pornographique. Ça va s'activer le script, puis là, on veut le mettre en application. Ça, c'est la théorie très de base des scripts sexuels. Et il y a quelques études, effectivement, qui ont examiné des comportements précis qu'on voit. Il y a certaines tendances dans les vidéos pornographiques. Récemment, on a vu un peu plus de ce qu'on va appeler l'asphyxie sexuelle, le choking. On va y aller en anglais, si vous me le permettez. C'est ça, parce que... mais j'avais jamais entendu ça de ma vie en français. Merci, OK, le choking. Et effectivement, il y a une étude qui a montré que les jeunes adultes, si je me rappelle, qui avaient regardé davantage de vidéos comportant du choking, avaient tendance par après à tenter de le reproduire avec leur partenaire, mais sans vérifier le consentement nécessairement, en pensant que c'est une pratique sécuritaire, en pensant que tout le monde est d'accord pour faire cette pratique sexuelle. Donc, je pense que c'est un exemple très précis où est-ce que il faut que la pornographie, l'utilisation de pornographie chez les adolescents soit accompagnée d'éducation. Absolument. Mais oui. Je voyais où ce que tu t'en allais 100%, parce que c'est pas nécessairement des comportements qu'on devrait réprimander. Tu sais, je veux dire, ça peut être des bonnes pratiques sexuelles s'il y a consentement des partenaires qui sont impliqués, etc. Mais comme tu dis, tu sais, de vouloir le reproduire, là, ça pourrait être dangereux sans nécessairement avoir toutes ces notions-là de consentement. Donc, il y a beaucoup de travail à faire en éducation, c'est sûr. Exactement, parce que c'est pas, je pense que tu l'as bien mentionné, c'est pas le comportement en tant que tel qui est problématique, ou même de le voir dans la pornographie qui est problématique, c'est de penser par la suite que toutes les femmes, par exemple, vont avoir autant de plaisir que celles que tu as vues dans le vidéo pornographique, que toutes les femmes, c'est ce qu'elles recherchent à tout moment au début de l'activité sexuelle. Fait que là, c'est un peu plus de jugement critique de comment on regarde la pornographie, comment on l'utilise. Puis c'est normal qu'à l'adolescence, le jugement critique, c'est normalement pas la force. On n'est pas encore assez mature pour ça. Je pense que ça a pris jusqu'à mes 24-25 ans avant de peut-être...
Puis, et ça, justement, parce que je pense que c'est une des craintes qui est souvent verbalisée, que les jeunes prennent des vidéos porno comme un manuel d'instruction à comment je développe ma sexualité sans avoir justement le jugement critique autour. Puis là, je vais peut-être faire plus appel à ton côté clinicien, mais disons pour des parents ou aussi des éducateurs qui veulent essayer de faire un peu plus de sensibilisation ou d'accompagner un jeune là-dedans, considérant, si on sait que les jeunes vont y être exposés un jour ou un autre de façon volontaire ou non, quelles sont des discussions qu'on peut avoir avec les jeunes, avec les ados? Puis là, je nomme parents éducateurs, mais ça peut être, je suis une grande sœur, puis je me questionne, ma petite sœur, la première fois qu'elle va y être exposée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ouvrir ces discussions-là? Je pense qu'une bonne façon d'ouvrir la discussion, c'est d'en parler. Ouais. Puis c'est peut-être la première base. Souvent, on va être mal à l'aise. On va pas oser questionner l'adolescent, le jeune, alors que c'est fort probablement qu'il y a eu accès, que ce soit volontaire ou non. Donc, de premièrement poser la question, est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir du matériel pornographique en ligne quand tu vas sur des sites? Est-ce que tu en as déjà vu? Comment ça t'a fait sentir? Après ça, c'est pas de projeter nous non plus nos propres craintes, notre propre honte aussi liée à l'utilisation de porno. Puis, oh mon Dieu, ça a dû te faire peur. T'as dû te poser des questions. Comment ça t'a fait sentir? Parce que ça se peut que l'adolescent soit tombé sur du matériel qui était plutôt excitant, qui lui a fait sentir des sensations agréables dans les faits. Fait que c'est aussi de prendre le temps de s'intéresser à comment ça l'a fait sentir. Est-ce qu'il a vu des choses qui l'ont questionné? Est-ce qu'il a vu des choses sur lesquelles il se pose des questions ou il se demande si c'est comme ça que ça se passe? Est-ce qu'il a vu des choses qui l'ont surpris, qui a fait peur? Fait que c'est juste de prendre le temps de vraiment comme décortiquer l'expérience qu'il a eue. Puis s'il n'a pas eu encore accès à du matériel, c'est pas une mauvaise chose de dire, ben ça existe, ça pourrait arriver. Quand ça va arriver, moi, je vais être là si tu veux m'en parler, si tu as vu des choses qui t'ont fait réagir ou si tu as vu des choses que tu as aimées puis que tu veux en discuter. Fait que c'est surtout d'ouvrir la discussion. Par la suite, effectivement, si là, le jeune se sent à l'aise d'en parler, c'est aussi de faire le parallèle avec comment ça se passe dans la réalité. C'est un peu comme de la science-fiction, la pornographie. C'est pas la réalité nécessairement. Puis c'est normal parce que c'est ça le but, c'est de divertir, c'est d'exciter, donc, la pornographie joue tout à fait bien son rôle, mais après ça, il ne faut pas l'appliquer de manière comme directe à comment ça va se passer. Puis, il faut baisser les attentes, oui, envers l'adolescent, puis aussi envers le partenaire, pour quand ça va se passer dans la vraie vie. Définitivement, c'est pas une tâche évidente pour les parents. Ça, je m'en doute. Hein. Je sais même pas si on est là. Encore moins dans nos écoles. On a coupé dans les cours d'éducation à la sexualité pendant longtemps. Puis j'imagine qu'il y a des répercussions. Puis on commence à vivre les répercussions de ça. Tu as publié un article récemment, en 2019, le temps file, sur les populations LGBTQIA+, que j'ai trouvé super intéressant pendant qu'on est sur le sujet de l'éducation. Pour ces minorités de genre, au lieu de diaboliser la pornographie, des fois, ça pourrait être utilisé aussi comme un outil, pas un outil, mais il y a un manque d'information. Souvent face à des pratiques sexuelles chez les personnes LGBTQIA+. Oui. Toi, comment tu vois ça? Quelles étaient les conclusions de cette étude-là? J'ai compris que chez ces personnes-là, c'est pas nécessairement différent que chez les personnes hétérosexuelles. C'est pas nécessairement juste de la recherche de plaisir sexuel, c'est souvent de la recherche d'informations sur leur identité de genre ou sur leur comportement, leur sexualité. Peux-tu définir un petit peu plus là-dessus? Je sais pas, toi, Myriam, tu as peut-être lu un peu aussi sur le sujet. T'avais-tu des trucs à dire? Non, mais honnêtement, je serais curieuse d'aller justement dans cette voie-là parce qu'il y avait justement, tu sais, on regardait des études qui regardent, il semble y avoir des différences entre les dynamiques justement plus hétérosexuelles par rapport à homosexuels ou par rapport à la minorité de genre. Donc, est-ce qu'on peut voir un peu justement qu'est-ce qui différencie l'effet que la pornographie ou cette consommation-là va avoir sur les gens? Oui. Mais premièrement, mentionner que c'est ma stagiaire postdoctorale, Beata Botté, qui a fait la majeure partie du travail là, auprès des adolescents LGBTQ, une revue de la littérature aussi, possiblement, là, que vous avez vue. Puis dans ces travaux, ce qui est vraiment intéressant, en fait, puis qu'on pense, c'est qu'il y a possiblement aussi... la pornographie joue probablement un rôle plus positif pour les jeunes de la communauté LGBTQ. Je vais dire diversité sexuelle, mais même diversité de genre aussi, où est-ce qu'ils ont accès à peu d'informations et
peu d'informations par rapport à qui ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment. Donc, on est plus exposé aux relations hétérosexuelles, cis, typiques. Et donc, eux, pour se trouver, explorer leur sexualité, explorer leur identité, ils ont accès à moins de matériel, alors que dans la pornographie, c'est très fréquent. Ouais. Donc, tu es un adolescent, tu te questionnes par rapport à ton orientation sexuelle ou même à ton identité de genre, tu veux voir des modèles, tu veux chercher de l'information, tu veux avoir accès à du contenu qui pourrait susciter ton excitation pour confirmer par quoi tu es excité. La pornographie peut jouer ce rôle-là. Donc, on va voir davantage de motivation à utiliser la pornographie qu'on va dire de curiosité sexuelle. Où est-ce qu'ils vont chercher des modèles probablement qui leur ressemblent pour venir confirmer leur identité, puis aussi se retrouver, chercher. Donc, c'est sûr qu'effectivement, tu l'as nommé, l'éducation sexuelle est revenue là, dans les écoles, mais est-ce qu'on est rendu à parler de la pornographie, diversité sexuelle et genre de manière assez ouverte? Je pense qu'il y a peut-être encore du travail à faire à ce niveau-là, même s'il y a beaucoup de travail là, qui s'est fait à ce niveau-là. Donc, c'est les différences qu'on voit. On pense que peut-être que la pornographie, en fait, joue un rôle plus positif pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Cependant, il faut aussi que ce soit, encore une fois, accompagné d'éducation sexuelle, parce que ce ne sera pas non plus la réalité. On l'a vu aussi dans les couples d'adultes. On a vu, tu as fait référence. Ce qu'on a vu, là, cependant, c'est que on voit des effets... on voit des associations plus négatives dans les couples hétéros, donc une femme avec un homme. L'utilisation de l'homme va avoir des effets plus négatifs sur la sexualité du couple quand il est en couple avec une femme que les couples homme-homme, donc quand il est en couple avec un homme. Ce qu'on pense, c'est que là, il y a plus quelque chose au niveau... On pense pas que le problème, nécessairement, c'est d'être en couple avec une femme, là. C'est pas ça, mais on pense que dans les couples hétéros, il y a une différence d'attitude aussi par rapport à l'utilisation de pornographie, mais il y a aussi une différence dans la fréquence, probablement, dans l'utilisation de pornographie. On l'a dit, les hommes en utilisent plus que les femmes. Donc, ça crée un plus grand décalage entre l'utilisation des hommes et des femmes. Puis c'est probablement ce décalage-là, autant dans la fréquence que dans les attitudes, qui explique que c'est plus problématique, en fait, l'utilisation de pornographie chez les hommes dans un couple hétéro. Puis justement, ce qui était intéressant là-dessus, qui semblait ressortir, puis on en parlait tantôt, qu'il y avait beaucoup de guéris, justement, puis c'est un peu difficile des fois de trouver quel est le consensus autour de ça, mais quelque chose qui, personnellement, on dirait, m'a beaucoup sauté aux yeux quand je lisais sur le sujet, c'était le fait que pour les hommes, quand l'utilisation, ils s'en servent beaucoup, mais pour des raisons qui sont pas liées nécessairement à l'excitation, du plaisir, mais quand ils vont s'en servir comme stratégie d'évitement émotionnel, quand ils vont vivre du stress, de l'anxiété, mais au lieu de vivre leurs émotions, de les adresser, vont se tourner vers la pornographie. Là, à ce moment-là, ce serait plus problématique. Donc, est-ce qu'il y a d'autres... Qu'est-ce qui fait en sorte que l'utilisation de la pornographie va être problématique pour autant les hommes que pour les femmes? Oui. Bien, premièrement, tu as bien décrit là, la motivation la plus problématique qu'on va voir, c'est celle quand on utilise la pornographie pour gérer ses émotions. Après ça, comment on juge qu'une utilisation est problématique ou non, c'est pas la fréquence. Ça, on le sait maintenant. Là, il y a plusieurs études qui ont montré que c'est pas un indicateur précis. Donc, il y a pas de cut-off. Là. Après, avant, on disait quand on utilisait 11 heures par semaine, c'est problématique. On le sait que ça, c'est plus du tout valide. Donc, c'est pas la fréquence qu'il faut regarder, c'est plutôt 3 critères, si on veut. Premièrement, est-ce que l'utilisation est hors de notre contrôle? Est-ce qu'elle est incontrôlable? Si je décide que j'utilise pas de pornographie ce soir, est-ce que je suis capable de gérer mon utilisation de pornographie? Si je voulais arrêter demain, est-ce que je serais capable d'arrêter demain? Ou ça va m'amener plein d'émotions négatives, de sentiments, je vais avoir comme un craving, je vais vouloir y retourner. Si c'est ça, ben l'utilisation est problématique. Puis souvent, ça va venir avec les 2 autres critères qui sont, est-ce que ça altère mon fonctionnement? Est-ce que je pourrais sortir avec mes amis ce soir, mais je vais préférer rester chez nous parce que je vais pouvoir regarder de la pornographie? Est-ce que mes parents trouvent que je suis toujours enfermée dans ma chambre en avant de l'ordi, puis moi, je le sais, c'est pour regarder de la pornographie. Est-ce que ça change mon horaire? Est-ce qu'au travail, des fois, il faut que j'arrête de travailler pour aller prendre des pauses pour regarder de la pornographie? Est-ce que ça change le fonctionnement, finalement? Et le gros critère qu'on voit de plus en plus, c'est est-ce que ça crée ou est-ce que ça suscite de la détresse chez la personne?
Puis c'est là que c'est intéressant, donc, parce qu'il y a des gens qui vont utiliser très peu de pornographie, mais que ça va susciter beaucoup de détresse chez ces individus-là, parce que ça crée une espèce de décalage entre leurs valeurs morales et leur comportement. Donc, par exemple, sont contre la pornographie, par exemple, dans des communautés religieuses, et ou pour d'autres raisons, parce que comment le contenu pornographique est créé, par exemple, dans des valeurs plus féministes, mais malgré ça, j'en utilise. Donc, ça crée une espèce de décalage entre mes valeurs morales puis mes comportements, puis ça peut susciter beaucoup de détresse. Oui, c'est un conflit interne, je peux comprendre ça tout à fait. Oui. De ce que je comprends de ce que tu dis, tu sais, c'est pas évident de définir une consommation problématique de pornographie. J'imagine qu'il y a un paquet d'autres définitions qu'on peut trouver. Enfin, on en a vu plein. Parce que moi, je suis épidémiologiste. Hein, j'ai cherché des chiffres puis un cut-off. Hein, il y en a pas. Il y en a pas. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut retenir. Mais je pense que le mot-clé, c'est si on veut se questionner à savoir si on a une consommation de pornographie qui est abusive, excessive, problématique, c'est vraiment dire, est-ce que ça impacte ma vie au quotidien? Oui. C'est de se poser cette question-là. Puis moi, ce que j'ai vu, j'ai quand même vu des chiffres assez, je veux dire, intriguants. Peut-être même inquiétants. On disait que la prévalence d'utilisation de pornographie problématique était de 1% en Australie. C'est des chiffres que j'ai vus, mais ça pouvait monter jusqu'à 11-12% aux États-Unis. Donc, dire qu'une personne sur 10 aurait une consommation problématique de pornographie, c'est quand même... est-ce que c'est surréel? Est-ce que c'est des chiffres auxquels on peut se fier? Est-ce que c'est, d'un point de vue sociétal, dangereux? Je sais pas. C'est des chiffres auxquels on peut se fier. Là, ce qu'on voit de plus en plus, c'est effectivement 6-8%. Donc, précisément dans la braquette que tu as nommée. Pourquoi ça varie autant des études à l'autre? Ben, tu l'as bien dit, il n'y a pas de critères cut-off clairs. Donc, des fois, c'est appliqué de manière plus variable. Est-ce que c'est inquiétant? Ben, j'ai le goût de dire... souvent, on le voit dans un ensemble de dépendances, l'utilisation problématique de pornographie. Donc, souvent, j'ai travaillé à un certain moment là, en dépendance, puis on le voyait souvent associé à dépendance à l'alcool, parfois aux drogues. Puis des fois, même, on voit, tente de diminuer l'utilisation d'alcool, mais là, l'utilisation de pornographie prend plus de place. Donc, faut plus s'intéresser à l'espèce de mécanisme en dessous de tout ça, de toute cette tendance-là à se tourner vers des objets externes pour réguler ses émotions à l'intérieur, pour essayer de régler un peu ces comportements-là de dépendance, qu'on va dire, même si on ne dit pas que la pornographie, c'est nécessairement une dépendance. Oui, parce que ça, on l'entend ça y des fois. ressemble. Ouais, il y a certains comportements qui vont ressembler effectivement à des dépendances, par exemple, aux drogues ou à l'alcool, là, qu'on voit plus fréquemment. Mais on va plus parler que c'est compulsif pour de la pornographie. Après, il y a des similitudes, puis souvent, ça s'inscrit effectivement, c'est très lié aux autres dépendances. Là. Ouais. Donc, est-ce que l'utilisation problématique ou justement, une utilisation problématique de la pornographie, de ce que j'entends, est-ce que ce serait un peu plus, on dirait, un symptôme d'un autre problème sous-jacent qui est peut-être déjà présent, plutôt que la pornographie qui en serait la cause? C'est sûr que la relation bidirectionnelle peut probablement exister, mais on dirait de ce qu'on discute puis de ce que je lisais sur le sujet, tout ce qu'il y a autour dans le contexte, les autres facteurs dans la vie de la personne vont avoir une influence super importante sur tout ça. Oui. Je dirais qu'il y a beaucoup de troubles de santé mentale qui sont le symptôme d'un mal-être interne, d'un problème sous-jacent. Puis c'est à ce symptôme-là, finalement, c'est à ce problème-là qu'il faut s'intéresser au lieu de juste le symptôme, justement, qui est l'utilisation problématique. Est-ce que la pornographie, finalement, est problématique? Ben, elle devient un peu le véhicule pour tenter de gérer le mal-être, la problématique interne. Donc, effectivement, je pense pas que c'est en enlevant la pornographie qu'on va régler le problème. C'est plus en s'intéressant à ce qui se passe en dedans puis ce qui amène l'individu à se tourner vers la pornographie.
En même temps, c'est difficile de ça. J'imagine que c'est difficile parce que les études qu'on a, tu le mentionnais tout à l'heure, c'est corrélationnel, c'est des études transversales. Donc, tu sais, on mesure les choses au même moment, on pose la question aux gens, comment tu te sens à ce moment-là, est-ce que tu utilises la pornographie? Donc, on peut pas, tu sais, la séquence temporelle, est-ce que la pornographie a causé ça? On peut pas vraiment bien l'établir. OK? Donc, sachant cela, est-ce que la pornographie mène à certains troubles de santé mentale ou est-ce que c'est certains troubles de santé mentale qui mènent à la pornographie? Ça, c'est une question que nous, on a reçue personnellement de collègues, amis sur nos réseaux sociaux qui nous disaient « OK, mais moi, quand je suis anxieux, j'ai besoin de consommer de la pornographie. Oui. Est-ce que ça aurait pu être l'inverse aussi? Est-ce que la pornographie peut mener à un trouble anxieux? On en est où, là, en ce moment, à la littérature? Est-ce qu'on sait où ce qu'on va avec ça? Ou... Est-ce qu'on a quelques études longitudinales qui montrent quand même que l'utilisation de pornographie est précédée de détresse, là, pas d'un symptôme précédent, mais de détresse psychologique et est associée plus tard à davantage de détresse. Maintenant, c'est pas des études expérimentales qui nous permettent de dire, bon, toi, t'as jamais utilisé de pornographie, là, je t'en fais écouter. Puis après, on peut pas mettre le monde dans des cages. Et, toi, tu vas écouter de la porno, toi, t'en écouteras. Tu vas écouter, je sais pas, moi, comment ça s'appelait l'émission que nos grands-parents écoutaient tout le temps, là? La petite vie. Non, ça va revenir, en tout cas, bref. Une vieille émission du temps, très religieuse, là, tu sais, puis on les compare ensuite sur leur comportement. On peut pas faire ça, tu sais. Donc, on pourrait peut-être trouver une façon éthiquement, mais déjà là, de trouver des gens qui ont jamais utilisé de pornographie, c'est déjà difficile. Tu sais, c'est comme si on vous prend dans votre contexte quand on recrute des participants. Définir les gens le bon groupe contrôle. Ben, c'est ça, exactement. Donc, déjà là, c'est un défi. Donc, ce qu'on pense, mais encore une fois, c'est ça, il n'y a pas de données expérimentales, mais ce qu'on pense plus théoriquement, c'est que, il y a des gens qui vont utiliser la pornographie, effectivement, pour gérer l'anxiété, pour gérer des symptômes dépressifs, beaucoup pour gérer la solitude aussi, et que c'est une stratégie qui fonctionne à très, très court terme. Donc, sur le coup, effectivement, je me sens moins anxieux. J'étais en contact avec l'excitation sexuelle. Je me sens moins seule parce que je suis plus en contact avec mon sentiment de solitude. Je suis divertie, si on veut, par quelque chose d'extérieur. Cependant, c'est pas une stratégie qui fonctionne moyen, encore moins long terme. À moyen terme, le sentiment de solitude, l'anxiété, les symptômes dépressifs vont revenir assez rapidement. Une plus forte intensité aussi probablement. Et c'est comme si la stratégie d'utiliser de la pornographie dans ce cas-ci, il faut la faire de plus en plus souvent pour pas être en contact avec les émotions à l'intérieur, de plus en plus longtemps. Il y en a même qui suggèrent, mais ça, c'est pas tout à fait démontré, qu'il faut regarder du matériel qui va être de plus en plus stimulant. OK. Donc, c'est comme si là, le niveau augmente à chaque fois, la fréquence, à quel point c'est souvent. Et c'est un peu comme ça que s'installe le cycle de l'utilisation problématique de pornographie. C'est pour ça qu'on dit que ça devient compulsif. J'en ai besoin pour pas être en contact avec comment je me sens. Et là, ça l'amène plus de détresse, probablement, parce que la détresse augmente parce qu'elle n'est pas gérée, elle n'est pas régulée adéquatement. Ouais. C'est drôle, c'est ce que tu décris, je dirais que ça c'est un peu le principe du gateway drug, tu sais, je dirais que c'est un peu ça, c'est que tu commences avec de cannabis ou une drogue qui te donne un certain plaisir de manière récréative, puis tranquillement, pas vite, tu as besoin d'augmenter tes doses, puis peut-être de comme te tourner vers une autre drogue qui est un peu plus forte, et ainsi de suite, tu sais. Je dirais que c'est ça que tu décrivais, c'est des mécanismes compensatoires, c'est fou quand même, hein, Oui, vraiment. Je pense un peu à la même chose. Puis concrètement, disons quelqu'un justement qui est pris dans ce cycle-là, le réflexe peut être de j'enlève toutes les applications, j'essaie de passer moins de temps sur mon téléphone et tout ça. Donc, quelles sont les stratégies qui peuvent être mises en place pour aider une personne à peut-être se sortir justement d'un cycle où la pornographie est utilisée de façon problématique? Je dirais de tenter le plus possible d'aller chercher de l'aide. Ouais. C'est pas une situation qui est facile quand on est pris dans une situation problématique de pornographie. Donc, chercher des ressources appropriées serait ma première recommandation. C'est pas toujours possible, je le comprends, mais aussi d'aller chercher du soutien dans ses proches. C'est pas facile de parler de son utilisation de pornographie. C'est un sujet qui est encore tabou dans notre société aujourd'hui, mais d'en parler, c'est aussi aller chercher du soutien, puis d'avoir une personne qui peut s'intéresser à « mais c'est quoi qui se passe en dessous de tout ça? C'est quoi l'émotion? » Je me rends compte que c'est quand j'arrive du travail, je me sens seule parce que j'ai personne le soir à la maison, je me tourne vers la pornographie, passe donc chez nous.
Ouais. En revenant de travailler, on va souper ensemble, puis après, tu retourneras chez vous, puis tu auras un horaire plus structuré dans lequel tu sais ce que tu vas faire en arrivant à la maison. Donc, c'est aussi de s'intéresser, puis c'est pour ça qu'en parler, il y a beaucoup de honte aussi, souvent associée à cette utilisation problématique-là. Donc, le fait d'en parler va tendance un peu à diminuer à la honte. Je sais que c'est un peu contre-intuitif, là. Je dis de parler de quelque chose qui suscite de la honte, mais on le sait qu'en parler avec le temps pourrait diminuer un peu la honte. Mais je dirais surtout d'aller chercher de l'aide appropriée en ce sens-là. Oui, restreindre tous les accès, c'est une stratégie qui est utile à très court terme. Après ça, c'est impossible de jamais avoir accès à une page Internet dans laquelle on peut avoir une utilisation de pornographie. Donc, j'ai le goût de dire, c'est une stratégie qui va mettre un peu un cadre qui peut fonctionner. Ça peut pas être la seule stratégie, par exemple, ça fonctionnera pas. Puis quand tu parlais d'aller chercher de l'aide, souvent on va penser aux psychologues, mais est-ce qu'il y a d'autres professionnels, je pense aux sexologues, des psychothérapeutes, parce qu'on sait qu'au Québec, l'accès, c'est quelque chose de difficile, donc ça peut être décourageant de se dire, bon, il faut que j'aille chercher de l'aide, mais je vais seulement l'avoir dans 2 ans. Donc, est-ce que ces autres professionnels-là peuvent aussi apporter une aide? Je pense que les sexologues, effectivement, on est chanceux au Québec. Des fois, je trouve qu'on les oublie un peu. Tout le temps, parce que c'est tabou. Juste le mot sexe, ça fait friser les cheveux de la moitié de la population. Là. Ouais. Mais au-delà des professionnels, je pense que tu l'as bien mentionné, Marie-Pierre, puis il y a de la littérature qui semble aller en ce sens aussi, c'est de s'ouvrir à un proche de confiance. Ouais. Tu sais, je pense que, puis là, c'est facile à dire, là, mais je pense que c'est la même chose sur n'importe quel problème qu'on essaie d'internaliser puis qu'on essaie de vivre à l'intérieur. À partir du moment qu'on est en confiance avec quelqu'un puis on peut s'ouvrir à cette personne-là, je pense qu'on s'enlève déjà un gros poids puis un gros fardeau, tu sais. Ouais. En tout cas, moi, je pense Tout à fait, oui. J'ai plus de facilité à aller vers un proche, des amis, que d'aller vers un professionnel qui m'est inconnu, du moins. Ça, c'est moi, tu sais. Je suis un peu bougon vieux jeu. Non, mais je pense que d'en parler, puis peut-être de se rappeler justement aussi, c'est tabou, on a peut-être l'impression qu'on est seul avec ce problème-là, mais au final, c'est quelque chose qui est vécu par beaucoup d'autres individus, puis qu'il y a moyen justement de s'en sortir. Là. Je pense que c'est quand même un message d'espoir qui peut rester. Puis là, on parlait, des aspects un peu plus peut-être négatifs, d'utilisation problématique, mais quand on lisait notamment, autant chez les individus que dans les couples, ça pourrait avoir des effets qui sont bénéfiques, notamment plus d'ouverture pour discuter des fantasmes, avoir une meilleure communication dans le couple, même découvrir des nouvelles pratiques sexuelles. Puis ça, c'est quelque chose que... j'ai lu qu'il y avait des impacts juste sur la fréquence là, en couple, là, sur la du moins sur la fréquence de Puis ça, c'est une question, sexe. C'est une question qu'on se posait les deux quand on brainstormait pour l'épisode, justement, de est-ce que le fait justement d'être exposé à la diversité des pratiques sexuelles, ça a permis en les voyant en ligne, ça a permis de démocratiser justement certaines pratiques sexuelles, de venir diminuer la honte associée à justement là, certains comportements sexuels. Quels sont les effets peut-être plus bénéfiques qu'on observe avec l'utilisation de pornographie? Oui, on a tout un pan de nos recherches qui portent sur l'utilisation de pornographie dans les couples. Puis, effectivement, on voit des effets positifs. Je pense qu'avant de rentrer là-dedans, c'est important de dire que toutes nos études aussi montrent surtout qu'il faut tenir compte du contexte entourant l'utilisation de pornographie. Donc, on pourrait en parler. Mais ce qu'on voit particulièrement, c'est l'utilisation chez les femmes, qui a particulièrement, en fait, on trouve quasiment uniquement des associations positives. Ah oui, j'ai vu ça, vos petits schémas, là, relationnels, c'est vraiment intéressant. Oui. Tant individuel que sur les répercussions pour le couple. Oui, exactement. Oui, parce que aussi, tu l'as bien nommé, on essaie de plus en plus de différencier. Est-ce que l'utilisation est faite de manière solitaire, qu'on va dire? Donc, moi, je regarde la pornographie toute seule versus j'en regarde avec mon partenaire. On va dire une utilisation qui va être dyadique en couple. En couple, ça a toujours des effets positifs. Il y a, à ma connaissance, aucune étude qui a révélé des effets négatifs d'une utilisation en couple. Je pense pas qu'il y ait d'études qui se soient intéressées à est-ce que c'est consentant ou pas. Je pense que en général, l'utilisation de pornographie en couple est faite de manière consentante, dans un climat justement d'ouverture sexuelle, où est-ce que là, probablement que ça génère de l'excitation, le désir, et que ça finit probablement par une activité sexuelle en couple avec le partenaire ensemble, donc que ça a des effets qui sont, on voit toujours une meilleure satisfaction conjugale, sexuelle, donc vraiment là, des effets positifs sur la sexualité, mais aussi sur le fonctionnement du couple en général. Mais là, est-ce qu'on est vraiment juste chez la femme? Parce que chez l'homme, moi, j'avais vu un peu des trucs qui allaient un peu à l'inverse. Pas sur l'utilisation, quand ils en utilisent en diade, ensemble. Exactement. OK, oui, OK. Fait que
Ça, maintenant, on Oui, le retire. c'est bon. C'est pas non plus la majeure partie de l'utilisation de pornographie. La plupart des gens en couple utilisent la pornographie de manière solitaire. Là, je pense qu'on était à 80-90% de l'utilisation des gens en couple qui l'utilisent de manière solitaire. Donc, c'est une petite partie des couples qui l'utilisent de manière ensemble, conjointement. Après, quand on regarde l'utilisation, effectivement, de manière plus générale, là, l'utilisation qui est faite de manière solitaire, on voit des effets positifs chez les femmes, plus de désir sexuel, autant pour soi que pour leur partenaire. Donc, oui, leur ça, c'est partenaire intéressant. aussi Ça, je plus de l'ai désir. vu. C'était super intéressant, mais chez l'homme, le portrait était tout à fait différent. Exactement, Ouais. oui. Chez les hommes, souvent, on va voir une plus faible satisfaction sexuelle, autant pour soi que pour le partenaire là, ou la partenaire. On va aussi voir, il y a quelques études qui associent l'utilisation de pornographie à davantage de difficultés érectiles. Ça, c'est plus controversé parce qu'on a des études longitudinales, au final, qui montrent qu'il n'y a pas vraiment de lien. Donc, c'est difficile encore de clarifier qu'est-ce qui fait que certains hommes utilisent la pornographie ont des difficultés érectiles. Faut aussi essayer de différencier. Nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est comment ça influence vraiment la sexualité avec le partenaire par la suite, parce que c'est ça qui est intéressant. Le but, c'est pas que la pornographie prenne la place de la sexualité du couple, mais plutôt que les deux puissent se faire de manière conjointe. Quand ma partenaire est pas disponible, ben je peux avoir accès à du matériel pornographique un peu pour ma sexualité solitaire. Fait qu'effectivement, chez les hommes, on voit davantage d'études là, qui ont montré des effets négatifs. On pense pas que c'est nécessairement le fait que ce soit des hommes qui en utilisent. On pense pas que c'est une question de genre. On pense que c'est une question de comment les hommes utilisent la pornographie, du contexte, finalement. Oui, notre approche face à ça est différente aussi. Je pense que ça vient de l'éducation aussi qu'on a reçue, puis de certaines normes sociales. Pendant qu'on est là-dessus, il y a toute cette idée-là, puis je pense que ce sont plus de vieilles théories, mais toute cette idée-là de je consomme la pornographie, je suis infidèle, je suis malhonnête. Quand ça vient créer des insécurités. Des insécurités, exactement. Tu sais, ça te ronge de l'intérieur par rapport à ta partenaire. On en est où aujourd'hui, en 2024, là-dessus? Parce que moi, ce que j'ai lu sur ce sujet-là, c'était de la grogne dans les années 90-2000. Aujourd'hui, j'ai rien trouvé vraiment de récent là-dessus. Est-ce qu'on en sait plus? Ce qu'on sait de plus, c'est plutôt qu'on le sait pas. C'est déjà quelque chose. On sait qu'on sait pas. C'est déjà... on met une coche sur le tableau. Je pense qu'il y a effectivement des études qui ont montré, des études qui datent maintenant, que l'utilisation de pornographie était associée à davantage de conduites infidèles, qu'on va dire, ou des attitudes plus ouvertes par rapport à l'infidélité. Donc, des gens qui seraient plus ouverts à tendre vers l'infidélité. Maintenant, est-ce que c'est la pornographie qui a créé ça ou est-ce que les gens qui sont plus infidèles à la base aussi ont tendance à utiliser davantage de pornographie? C'est là où on le sait toujours pas, qu'est-ce qui cause quoi. Mais l'utilisation de pornographie étant de plus en plus fréquente, non, on pense pas que c'est tous les gens qui vont utiliser de la pornographie qui sont infidèles, mais je pense que ça l'amène à un point intéressant qui est aussi de considérer, de prendre le temps de réfléchir dans le couple à ça représente quoi l'utilisation de pornographie? Ouais. Est-ce que c'est une infidélité? Puis de le définir parce que c'est une définition qui est unique à chaque couple. Pour un couple, ça peut être considéré comme de l'infidélité, puis pour un autre, absolument pas. Donc, je pense que ça semble être une discussion qui est très individuelle, mais unique à chacun des couples. Puis ça, en fait, est-ce que la pornographie, on sait à quel point c'est quelque chose qui est discuté au sein des couples, ou c'est quelque chose qui est un peu tabou, chacun de notre bord, j'écoute mes affaires, t'écoutes les tiennes, mais on s'en parle pas trop. Donc, ça, est-ce qu'on sait un peu l'influence que ça a, la discussion qu'on a par rapport à ça dans des couples? C'est quelque chose de très tabou. On a une étude récemment dans laquelle on a demandé aux couples, à chaque partenaire des couples, ont répondu des questionnaires à tous les jours pendant 35 jours. Excusez-moi, on les remercie. Un travail colossal. Et on leur a demandé leur utilisation de pornographie tous les jours. Puis on leur a demandé aussi, est-ce que ton partenaire est au courant que tu as regardé de la pornographie aujourd'hui? Un des messages clés, c'est que dans la plupart des cas, le partenaire n'était pas au courant de leur utilisation de pornographie aujourd'hui. C'est sûr que nous, on leur a demandé la journée même. Ça ne veut pas dire qu'en général, les gens ne sont pas au courant de l'utilisation de pornographie de leur partenaire, mais des fois...
on est au courant comme en général, mais on ne sait pas exactement quand est-ce que ça se passe, comment ça se passe. Est-ce qu'il y en a regardé ce matin? Est-ce qu'il y en a regardé demain? Fait que ça, c'est ce que l'étude a dit plus en général, qu'en gros, on ne le dévoile pas systématiquement à notre partenaire quand ça l'arrive. Puis c'est pas une obligation. Après, c'est de s'entendre avec son partenaire. Est-ce que justement, tu veux que je te le dise à chaque fois ou si je te le dis, j'en regarde à peu près une fois semaine ou 2-3 fois semaine ou j'en regarde tous les jours, est-ce que ça convient puis qu'on a une espèce d'entente que c'est beau à ce niveau-là? On a aussi une étude qu'on a fait il y a beaucoup plus longtemps dans lequel on avait demandé, par exemple, on va te demander ton utilisation de pornographie, puis après, on va demander à ton partenaire d'estimer à quel point tu penses que ton partenaire regarde la pornographie. Ouais. Je serais curieux de faire l'exercice. Ouais. C'est ça. Fait que nous, on pouvait comparer les deux. Okay. On a remarqué que c'était des couples hétérosexuels hommes-femmes, donc on a remarqué que les femmes avaient tendance à... 60% des femmes sous-estimaient l'utilisation de pornographie de leur partenaire masculin, alors que les hommes avaient tendance, je pense qu'il y avait juste 15% qui sous-estimaient. Donc, puis il y en a même plus qui surestimaient. Donc, les hommes pensaient que leur partenaire utilisait plus de pornographie qu'elle le faisait réellement. Donc, je pense que c'est là qu'on a un espèce de portrait, si on veut, d'à quel point on n'est pas vraiment au courant. C'est peut-être moins discuté, c'est encore tabou, on l'a nommé. Ça génère aussi de la honte. Donc, c'est moins discuté que ce qu'on pense du terme. C'est pas si précis, probablement, s'il y a eu discussion autour de ce sujet-là. Ben, tu sais, il y a des contextes socioculturels aussi. Tu sais, on parlait de temporalité tout à l'heure au fil du temps. Tu sais, je pense qu'il y a probablement un clivage générationnel qui existe également. Tu sais, j'aurais tendance à dire que les personnes plus âgées en couple, vu que ça fait plus longtemps qu'ils sont ensemble, sont peut-être plus ouverts sur la discussion, mais peut-être pas aussi à cause des mœurs sous-jacents. J'aurais tendance aussi à faire... puis là, je fais des amalgames vraiment rapides, là, à me dire, les jeunes sont peut-être plus ouverts, parce que justement, sont plus exposés, ils en parlent plus de la pornographie. Mais en même temps, j'ai vu des chiffres qui me disaient, OK, mais c'est une génération qui est moins sexuellement active que les générations précédentes, parce que possiblement, une des raisons d'erreur, c'est possiblement leurs attentes face à leurs expériences sexuelles. Puis quand ils arrivent à leurs premières expériences sexuelles, ils sont un peu déçus. Donc, ils poursuivent moins. Donc, bref, c'est difficile de faire ce genre d'études-là puis d'avoir vraiment un portrait réel de ce qui se passe puis d'intervenir, j'imagine. C'est difficile. Ouais. Puis je relance un peu la même question que j'avais posée pour les ados et les parents, mais justement, un couple qui souhaite... justement, peut-être qu'ils n'en ont jamais parlé, ouvrir la discussion là-dessus ou voir comment leur consommation respective ou commune de pornographie pourrait... Comment est-ce qu'ils peuvent utiliser ça pour améliorer leur satisfaction sexuelle respective? Donc, un peu comment est-ce qu'on amène ce sujet-là? Puis, tu sais, j'ai aimé quand tu l'as mentionné tantôt que c'est pas une obligation de, ben là, faut que tu me le dises à chaque fois que tu écoutes de la porno, donc pas tomber non plus dans des mauvaises habitudes, mais comment, justement, est-ce qu'on peut avoir ces discussions-là pour que la pornographie soit un levier positif dans son couple? C'est une excellente question. Je pense que... premièrement, c'est de questionner très tôt dans la relation. Fait que je comprends que là, on a peut-être des couples établis qui en ont pas parlé encore, mais je pense que c'est d'avoir cette discussion-là très tôt dans la relation. Puis l'infidélité ou les comportements sexuels à l'extérieur de la relation, on dirait qu'on a tendance à le prendre un peu plus comme pour acquis. Oui, on va se le dire, bon, maintenant, on est exclusif, on n'a pas de relation sexuelle à l'extérieur. OK, mais qu'est-ce qu'il y en est pour l'utilisation de pornographie? Il y a certaines personnes qui vont considérer la pornographie comme une forme d'infidélité parce que la personne va avoir une excitation sexuelle avec une personne qui n'est pas le ou la partenaire. Est-ce que c'est correct ou incorrect de... C'est une attitude comme une autre. Je veux dire, c'est pas une question d'est-ce que c'est correct ou est-ce que c'est pas correct. Je pense que ce qui est correct, c'est de le verbaliser. De prendre le temps de le dire, de voir la réaction de l'autre. Est-ce que ça peut convenir aux deux? Si ça convient aux deux, c'est pas problématique pour personne. Maintenant, c'est quand il y a un décalage. Ben moi, c'est très important pour moi, le plaisir solitaire. Puis quand je me donne du plaisir solitairement, j'ai besoin d'avoir accès à du matériel pornographique. C'est plus comment on va gérer ce décalage-là, puis de prendre le temps d'en parler. Qu'est-ce que ça représente pour moi, la pornographie? Quand tu regardes la pornographie, qu'est-ce que ça me fait vivre? Comment ça me fait sentir? Pour prendre le temps de mieux se comprendre. Ouais. Puis après, c'est d'essayer de trouver... un cadre, certaines règles qui convient aux deux personnes, dans le fond, du couple. Pas au couple à côté, ce ne sera pas les mêmes règles pour tout le monde, mais de prendre le temps d'ouvrir le sujet, puis ça se peut que ça change au fil de la relation, il se passe quelque chose,
la venue d'un premier enfant, tout d'un coup, peut-être que la femme est plus insécure par rapport à son image corporelle. Qu'est-ce que ça lui fait vivre dans ce contexte-là que son partenaire regarde la pornographie? Fait que c'est vraiment de prendre le temps d'en discuter à plusieurs reprises, que ça devienne un sujet ouvert, comme la sexualité en général, je dirais. Fait que la discussion par rapport à la pornographie fasse aussi partie de la discussion par rapport à leur sexualité en général. Puis je trouve ça intéressant l'aspect quand tu mentionnes d'en parler plus tôt. On dirait que ça semble un peu contre-intuitif que puisque c'est un sujet qui est un peu plus tabou avec lequel on a de la honte, on serait porté à en parler plus tard dans la relation, probablement quand il y a certaines habitudes, certains scripts qui sont bien établis, mais je trouve ça cool de justement de l'amener plus tôt. Tu vois, j'aurais pensé la même chose aussi, mais là, tu sais, je commence à vieillir un peu plus, puis j'ai un peu plus d'expérience. Donc, je crois que la communication, c'est la clé à tout dans un couple. Donc, je pense que tout ce qu'on vient de dire dans les dernières minutes, c'est un peu ça, cette idée-là. Pour changer de sujet, passer du coq à l'âne un petit peu, on a reçu des questions du public. Puis moi, une des questions que j'ai reçues beaucoup, c'est avec toute la mouvance MeToo, revenir un peu à cette idée-là de est-ce que l'avènement de la pornographie en ligne augmente les agressions sexuelles, les violences à caractère sexuel, ces choses-là. En même temps, il y a un paquet de médias qui, dirais... comment je pourrais dire, vont présenter ça. On a vu le documentaire de Ted Bundy, des affaires de la sorte. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est connu au niveau de la pornographie et les violences à caractère sexuel? De ce que j'ai compris, ça pourrait peut-être être associé à l'augmentation de certaines violences qui sont pas à caractère sexuel. Mais pour ce qui est à caractère sexuel, ça semble pas clair. C'est définitivement pas clair. Ce que je veux dire par là, c'est qu'encore une fois, c'est des études qui sont la plupart corrélationnelles. On peut pas dire à quelqu'un, on va faire regarder la pornographie, puis on va regarder par la suite si tu commets des agressions sexuelles. Ouais, non, c'est ça. Fait que, ce qu'on pense, en fait, de manière plus générale par rapport aux agressions sexuelles, c'est que les personnes qui vont avoir tendance à commettre des agressions sexuelles, à la base, ont certains traits de personnalité qui font qu'ils sont aussi plus attirés par la pornographie. De l'impulsivité, recherche de sensations. Et donc, oui, finalement, la pornographie va être associée très faiblement dans certaines études à des comportements de coercition sexuelle. On a une étude récemment, une de mes étudiantes au doctorat, qui justement s'est intéressée à la violence conjugale dans les couples, le lien avec l'utilisation de pornographie. On a suivi des couples sur 2 ans. On a leur demandé leur utilisation de pornographie aujourd'hui, puis leur comportement violent 2 ans plus tard. Ouais. Donc, on essaye là, de plus en plus de déterminer une espèce de cause à effet. Et c'était effectivement lié à un peu plus de comportement de coercition sexuelle, ce qui est à dire avoir tendance, par exemple, à insister pour avoir des relations sexuelles avec le partenaire. C'est une association qui était faible. Et ce qu'on pense, en fait, c'est effectivement probablement que les individus qui ont tendance à commettre plus de coercition sexuelle sont aussi plus attirés par le matériel pornographique. Ce qu'on veut aussi de plus en plus regarder, c'est le contenu du matériel qui est regardé. Ben oui, c'est ça. Il y a une variété de comportements sur Internet. Là, on peut trouver de tout, en fait. Exact. Ouais. Est-ce qu'il y a certains contenus qui seraient davantage associés, qui seraient plus attirants finalement pour ces gens-là et ou finalement aussi qui seraient associés plus fortement là, aux agressions sexuelles? Parce que sur la littérature, si on regarde la littérature sur les paraphilies, puis là, tu sais, j'ai en tête, je sais pas moi, pédophilie par exemple, OK? On regarde la littérature là-dessus, il y a beaucoup de choses qui disent que c'est dans le passé, c'est à l'enfance, à l'adolescence de la personne qui va commettre des actes de pédophilie plus tard, qui seraient en cause plutôt que nécessairement des comportements comme l'utilisation de la pornographie. À moins que je me trompe. Là. C'est des antécédents, finalement, c'est un cumul de facteurs qui amènent les gens à perpétrer des agressions sexuelles ou à avoir ce genre de comportement-là, et non comme l'utilisation unique à ce moment-là qui amène la personne à commettre ce geste-là. Ouais. Puis, quand tu as mentionné justement de regarder l'effet du type de contenu, ça aussi, ça doit être une autre donnée. Je sais pas si, en tout cas, j'en ai pas vu personnellement beaucoup de mon côté là-dessus, mais on peut avoir des contenus pornographiques qui sont peut-être plus de la sexualité, je mets des guillemets, vanille, des trucs plus, BDSM, violents, intenses et tout ça. Donc là,
Tellement dans le jugement. Non, ben pas du tout. Non, mais justement, c'est différents contenus-là selon ce qu'une personne consomme. Justement, quels sont les effets que ça peut avoir, qui sont différents justement de ce côté-là. Je sais que c'est une question qui est un peu large, mais ça aussi, c'est parce que c'est comme un gros... c'est ça, c'est un gros sac. De ta question, c'est si j'ai un fouet dans mon donjon, est-ce que je suis plus à risque de sortir dans la rue avec mon fouet puis de fouetter le monde, c'est ça? Ben peut-être. C'est pas facile de s'intéresser au contenu parce que ça change constamment et qu'il y en a une diversité. Je me rappelle quand j'étais au stage postdoctoral, on avait voulu établir une liste de tous les contenus pour que les gens puissent cocher. J'étais rendue à 52 types de contenus. Je regardais les sites là, pour toutes les sortir. On les a repris dans une étude, une de mes étudiantes au doctorat, Marie-Chloé Nolin, qui s'est intéressée au contenu et qui a regroupé un peu les types de contenus là, en 5 grandes familles. On a évalué ces contenus-là là, chez des jeunes adultes, donc quand même pas des couples, là, vraiment des jeunes adultes. Puis ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il y a 2 types de contenus qui sont ressortis comme ayant plus d'effets. Premièrement, un contenu, tout ce qui est plus passion et romance. Donc là, effectivement, contenu vanille. On l'a pas appelé comme ça, mais on aurait certainement passion et romance. Passion et romance, c'est bien. qui était associé à une meilleure satisfaction sexuelle chez les jeunes adultes. Et après ça, l'autre qui se démarquait, c'était au niveau de tout ce qui était effectivement contenu plus violent, de domination, de pouvoir. Et celui-là était associé à une moins bonne satisfaction sexuelle et également chez les hommes à une moins bonne fonction sexuelle. Puis la fonction sexuelle, c'est la réponse sexuelle, donc qualité de l'érection, excitation, désir. Donc, on voyait des associations, encore une fois, pas de cause à effet, mais des associations qui étaient plus négatives, finalement, pour le contenu qu'on peut dire plus violent, effectivement. C'est intéressant, ça, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment à la recherche de ces expériences-là. Au final, on pourrait dire qu'en moyenne, ça aurait peut-être des effets plus négatifs que positifs. Est-ce qu'il y a des gens qui sont à la recherche du contenu violent en ligne? Oui, probablement. Est-ce que c'est des gens, effectivement, qui vont peut-être qui ont déjà ces difficultés-là, puis qui, finalement, recherchent quelque chose vraiment pour susciter encore plus d'excitation ou pour, effectivement, faire passer une certaine agressivité en regardant du matériel violent? Fait que c'est là où est-ce qu'on ne sait pas nécessairement là, quoi cause quoi, encore une fois. Puis là, on parle du contenu vidéo en soi, mais je me souviens d'avoir entendu dans un autre balado, puis j'avais trouvé ça super intéressant que l'effet pouvait être différent quand, disons, on parle de pornographie via un balado, quand on écoute quelque chose où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement de visuel, ou quand on lit quelque chose où est-ce que là, il y a plus de place à l'imagination, puis que ce type, puis corrige-moi si je me trompe, mais que ce type de contenu-là aurait des associations plus positives, alors que quand c'est vidéo, ben là, it's in your face, puis c'est ça qui se passe. Donc, ces autres médiums-là auraient quand même des effets peut-être intéressants. Tout à fait. C'est ce qu'on pense, j'ai le goût de dire. La plupart des gens maintenant utilisent les vidéos pornographiques. Vidéo est utilisée par la plupart des gens qui vont utiliser la pornographie. Mais il y a effectivement d'autres contenus, donc des images uniquement, tout ce qui est effectivement là, de plus en plus podcasts érotiques, balados, etc. Et c'est là où est-ce qu'on voulait s'intéresser un peu à cette diversité-là de types de façons de regarder de la pornographie. Tout ce qui est aussi, qui a été très populaire, le 50 Shades of Grey, donc tout ce qui est écrit érotique, qui est souvent associé à la femme. Puis là, tantôt, je vous ai dit qu'il y avait peut-être plus d'effets positifs chez les femmes. Fait qu'on se questionnait un peu, est-ce que ça pourrait expliquer comment la femme l'utilise de manière plus positive, si on veut. Ce qu'on a vu dans l'étude, là, encore une fois, c'est la même étudiante qui s'est intéressée aux médias entourant l'utilisation de pornographie. Et ce qu'on a vu dans ces études, c'est effectivement qu'il y avait des associations plus négatives avec la sexualité quand c'était les vidéos et les images. Donc, tout ce qui était matériel écrit érotique et audio n'était pas associé significativement aux variables sexuelles. Cependant, c'est aussi des matériels qui étaient utilisés à des très faibles fréquences comparativement aux vidéos, aux images. Donc là, on est un peu plus nuancé sur la force de ces associations-là.
Mais tu l'as bien mentionné, ce qu'on pense en fait, c'est que le matériel écrit et même audio, on est obligé de faire quand même utilisation de nos fantasmes à nous. C'est nous qui va créer dans notre tête l'image de l'homme ou la femme qui ont une activité sexuelle. Donc, ça provient quand même plus de nous. C'est pas un script sexuel, comme on a parlé tantôt, qui nous est imposé de manière très explicite visuellement. C'est plutôt nous qui continuons à le créer. Dans ce sens-là, on pense que donc ça influencerait moins la sexualité avec un partenaire par la suite parce que ça faisait déjà partie de nous, ce fantasme un peu là. Il est un peu influencé par ce qu'on lit, mais on le modèle à notre façon. Ah, c'est super intéressant. Puis ça m'amène aussi le point, on voit de plus en plus l'émergence ou le souci en fait de créer de la pornographie éthique où non seulement les acteurs vont avoir l'âge légal. Oui, l'âge légal, un revenu décent, effectivement. Puis aussi où le contenu pornographique va être aussi peut-être plus axé sur le plaisir de la femme plutôt que ce soit uniquement dans des positions de domination. C'est plus axé sur le plaisir de l'homme. Puis ça, je me demandais justement pour quelqu'un qui en consomme, si ça peut amener, je sais pas, une diminution du sentiment de honte étant donné qu'il sait que la pornographie qu'elle consomme est mieux, entre guillemets. Donc ça, est-ce qu'on a des données sur justement ce nouveau pan de pornographie qui existe? Mais tu sais, quelles sont tes réflexions par rapport à ça? Peut-être plus une question. À ma connaissance, il n'y a pas d'études qui ont examiné précisément cette question-là. Je pense que ce serait intéressant, surtout dans le contexte où, effectivement, j'en ai parlé tantôt, là, l'espèce de discordance entre mes valeurs morales et mon utilisation de pornographie. Je pense que dans ce contexte-là, ça peut peut-être susciter moins de détresse d'avoir une espèce de décalage entre les deux. Maintenant... à quel point ça reste difficile. Il y a certains sites, effectivement, qui mettent de l'avant les valeurs féministes, éthiques de création de matériel pornographique. Je pense qu'il faut aussi avoir un regard critique sur comment a été produit le matériel pornographique, mais ça reste difficile de juger jusqu'à quel point ça l'atterrit après, effectivement, dans la paye des acteurs, dans comment ils sont traités, dans est-ce qu'il y a eu, effectivement, protection, respect du consentement dans toutes les pratiques qui ont eu lieu. Je pense qu'on a des questions à se poser à ce niveau-là. Mais pour moi, c'est effectivement aussi des questions un peu différentes parce que la pornographie va rester disponible, va rester accessible en ligne facilement. Fait qu'après, c'est comment on veut l'utiliser de manière responsable, qui a le moins d'effets possible sur notre couple, notre sexualité, notre santé mentale. Ça, justement, je sais pas, Kev, s'il y a d'autres angles qu'on n'a pas abordés encore que tu voulais discuter? Mais écoute, je pense qu'on se dirige tranquillement vers la fin. C'est sûr que l'épidémiologiste en moi, il aurait aimé ça, avoir un peu plus de prédicteurs concrets. Mais de ce que je comprends dans l'ensemble de notre discussion, c'est que les études sont encore limité. Il y a beaucoup de travail à faire, notamment sur le type de devis d'études qu'on utilise. Hein. Je parlais tout à l'heure des études transversales, parce qu'on ne peut pas vraiment établir la causalité entre deux choses. Hein. Donc, c'est très difficile. Reste que la pornographie, de ce que je comprends de nos discussions, c'est un construit pas évident, qui peut différer d'un contexte à l'autre, hein, un contexte socioculturel, mais aussi temporel. Donc ça, c'est quelque chose aussi avec quoi on doit naviguer en tant qu'expert, experte dans un domaine. Mais somme toute, ce que je retiens, c'est que peut-être on aurait tendance à juger trop rapidement l'utilisation de pornographie, peut-être la diaboliser. Je sais pas, là, j'utilise le mot diaboliser qui vient de la religion, hein, un peu cette idée-là aussi que dans nos mœurs, dans nos pratiques, dans le temps, puis tu sais, l'Église, c'est pas tellement loin derrière nous encore, puis c'est encore très présent dans certains pays du monde. Donc, selon nos croyances, peut-être qu'on aurait tendance à diaboliser très rapidement la pornographie, alors qu'il pourrait y avoir des bénéfices si c'est bien utilisé. De ce que je comprends. Donc, pour peut-être boucler la boucle, on a commencé avec le projet de loi C11. Là, je te mets sur un piédestal, Marie-Claire. Je suis désolé. Ce projet de loi qui vise à interdire l'accès des sites pornographiques aux enfants, aux mineurs. C'est un projet de loi, je le dis, c'est pas une loi encore. À la lumière de tout ce qu'on a discuté, qu'est-ce que tu penses? Quelle est ta pensée sur ce projet de loi-là? Moi, si je peux résumer un peu les grands pans de ta position, je pense qu'il y a une grande partie qui passe par l'éducation et la sensibilisation à la pornographie. Donc, j'aimerais t'entendre là-dessus pour conclure notre épisode d'aujourd'hui.
Je pense que, premièrement, le projet de loi est intéressant dans le sens où on ne peut pas retirer à ce projet de loi-là le fait que l'accès à la pornographie, donner accès à du matériel pornographique à des adolescents, c'est illégal. Donc, le projet de loi propose surtout de mettre en place des mécanismes pour sévir, si on veut, envers les sites pornographiques qui donnent accès. On peut pas être contre. C'est déjà illégal de donner accès à du matériel pornographique. Maintenant, est-ce que ça va régler le problème, si problème il y a, là, c'est peut-être plus ça ma nuance, du fait que les jeunes, que les adolescents ont accès à du matériel pornographique? Moi, je crois pas. Puis j'ai même certaines craintes par rapport au message que ça peut envoyer aux jeunes adultes, aux adolescents, de dire, ben c'est tellement mauvais la pornographie, mais même la sexualité en général. Tu as parlé de religion, on a souvent envoyé ce message-là que la sexualité, c'est quelque chose d'impur, c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui est juste pour la procréation. Donc, il faut faire attention aussi au message qu'on envoie. La solution, pour moi, on a nommé quand même quelques légers problèmes avec l'utilisation de pornographie. Donc, le fait que ça peut devenir problématique, le fait que ça peut influencer les comportements en amenant des scripts sexuels qui sont spécifiques à la pornographie, que ça doit être accompagné effectivement d'un jugement critique, ce que les adolescents n'ont pas nécessairement. Et donc, je pense qu'une des solutions qui est importante pour les adolescents, c'est de l'accompagner d'éducation à la sexualité. Puis ça a un peu été mon conseil à toutes les questions que vous avez posées, c'est-à-dire que l'important, c'est de plus en parler et non moins en parler. Quand quelque chose est honteux, on a tendance à moins en parler. Puis là, c'est comme de dire, on va faire le mouvement inverse. Ça existe, c'est très présent. On va en parler encore plus à nos adolescents. On va leur dire à quoi ils vont avoir accès. Des fois, on pense que leur en parler, ça va les rendre accros, ça va leur donner envie d'y aller encore plus. Puis au contraire, ça va les éduquer, ça va les rendre plus sensibles, ça va les rendre plus critiques à ce qu'ils vont regarder. Et donc, il y aura moins de risques d'avoir des possibles effets néfastes là, qu'on peut documenter. Puis, tu sais, c'est comme tout, hein, les drogues, consommation d'alcool, le cannabis, whatever, il y a des trajectoires de vie. Puis plus tôt on sensibilise les gens à ces concepts-là, souvent mieux sont les pronostics, je peux dire, les trajectoires de vie ensuite. Donc, on risque d'avoir une consommation possiblement de pornographie qui est plus saine si on commence plus tôt l'éducation. Là, je dis plus tôt, je sais pas s'il y a un âge dans ma tête, là, mais je dirais au moins à l'enfance, à l'adolescence, de déconstruire certains tabous, puis de pas nécessairement diaboliser ça. Oui, mais c'est, tu sais, Kev, tu nommais un peu les choses que tu retiens, puis moi, une en particulier, je pense que c'est beaucoup justement de reprendre le contexte dans lequel on se trouve, l'importance de se questionner sur, mais comment est-ce que ça me fait sentir, puis d'ouvrir le dialogue par rapport à ça, autant d'un parent avec son ado qu'au sein d'un couple avec notre partenaire. Donc, d'avoir, c'est peut-être contre-intuitif, mais plus d'ouverture justement au niveau de la discussion par rapport à ça. Puis, je pense que tu l'as un petit peu nommé, mais mettons qu'on résumait, peut-être, ce serait quoi 3 bonnes actions ou comportements qu'on peut mettre en place pour avoir une consommation de pornographie qui... Non, mais moi, j'aime ça qu'on finit avec genre 3 actions concrètes ou 3 choses qu'on retient. On y va, go! Ben peut-être se questionner de manière plus générale à c'est quoi mes attitudes par rapport à la pornographie, comment ces attitudes-là influencent comment je me sens quand j'en utilise, ou peut-être influencent le fait que j'en utilise pas. Puis comment ces attitudes-là peut-être influencent aussi comment j'agis avec mon partenaire par rapport à son utilisation de pornographie. Est-ce que je le fais sentir mal? Est-ce que... etc. Donc, quelque chose par rapport à se questionner, plus par rapport à ses valeurs et attitudes par rapport à la pornographie. Par la suite, je pense que c'est toujours bon de se questionner par rapport à, pas nécessairement la fréquence, mais... quelle place prend mon utilisation de pornographie dans ma vie? Donc, est-ce que ça affecte mes activités avec mes amis, mon travail, mes relations, ma relation de couple si j'en ai une? Est-ce que ça suscite aussi de la détresse chez moi? Donc, comment je me sens après avoir utilisé de la pornographie? Ouais. Est-ce que c'est ça m'amène des sentiments positifs ou est-ce que tranquillement après je me sens encore plus triste, encore plus déprimée, encore plus anxieux ou encore plus seule? Puis je dirais ma troisième
recommandation, si on veut, et peut-être plus parce que mes travaux portent principalement sur le couple, ce serait comment j'en ai parlé avec mon partenaire. Ouais. Qu'est-ce que je sais sur l'utilisation de mon partenaire? Est-ce qu'on a pris le temps d'en parler? Puis il n'est jamais trop tard pour en reparler sans qu'on n'a pas assez parlé, ou pour ouvrir le sujet après avoir écouté un balado sur le sujet, prendre le temps de parler de ce qu'on a entendu aujourd'hui, puis d'ouvrir la conversation avec son ou sa partenaire. Je pointais mon cahier parce que c'est vraiment drôle. Tes 3 points sont exactement les 3 points que j'ai résumés en 3 mots. Éducation, parler, puis introspection. C'est fort. C'est fort quand même. Hein? Donc, tu sais, cette idée-là, là, je pense qu'il faut qu'on déconstruise certaines normes, certaines croyances vis-à-vis de la pornographie. Mais l'éducation, tu l'as dit, pour le développement des enfants, des adolescents, définitivement, parler en couple, parler de nos attentes, de ce qu'on veut faire par rapport à la pornographie. Mais l'introspection, c'est ça, c'est de se questionner à savoir, est-ce que j'ai une consommation problématique? Est-ce que ça impacte ma vie? Donc, moi, si je pense que si on part avec ça, hein, les gens à la maison, vous partez avec ça, c'est déjà 3 bons conseils. Ouais. Puis, tu sais, pour ouvrir la discussion, vous dites, tu sais, des fois, on peut être un peu gêné, mais hey, t'envoies le lien du balado de Science Radio. Puis, hey, on a écouté tel épisode, c'était super cool, super intéressant. Non, puis si tu m'avais dit il y a 10 ans que j'allais faire un balado un jour sur la pornographie, je t'aurais dit, va péter, ça arriverait jamais. Tu sais, pour moi, c'était quand même un sujet qui était tabou, puis aujourd'hui, je suis là, puis j'ai pas d'hésitation d'en parler. Donc, Myriam, je vais te laisser le mot de la fin. Ben oui, je vais, je pense, commencer par remercier beaucoup Marie-Pierre Vaillancourt-Morel d'avoir pris le temps de venir jaser de tout ça avec nous. Puis, écoute, si tu veux le plugger, j'avais vu que votre laboratoire a un site web, puis des fois, on est à la recherche justement de ressources vulgarisées, ou si les gens sont curieux de suivre l'évolution de tes travaux, ce serait le moment de mettre les plugs. Où est-ce qu'on peut te suivre? Oui, en fait, on a un site Internet qui est www.saillab.ca, mais on a surtout une page Facebook, donc vous pouvez nous trouver là sur Facebook, le Sail Lab, sur lequel on diffuse en fait beaucoup d'outils de vulgarisation de nos travaux, mais aussi quand on est en recrutement, c'est là principalement qu'on partage nos affiches. On l'écrit comment? S-A-I-L. On le mettra dans la description de l'épisode. C'est bon. Super. Ouais. Excellent. Ben, merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci, Kev. Puis on se retrouve pour un prochain épisode.